La folie, en réalité, est liée à ce que l'on appelle en psychologie la psychose. La psychose, c'est le fait de perdre le contact avec la réalité. On dit d'une personne psychotique qu'elle perd le contact avec la réalité. Et généralement, les gens deviennent psychotiques à cause de l'absorption de substances comme des drogues, qui leur fait perdre le contact avec la réalité, puisque va se constituer une forme de bulle par laquelle ils vont avoir une perception différente de la réalité, qui va les mettre en opposition avec l'environnement. Donc là, nous avons l'explication de ce que c'est que la folie. Donc il existe différents types de folie. Une folie comportementale, une folie mentale. On peut dire de quelqu'un qu'il est fou quand il n'y a pas de cohérence dans sa pensée. On peut dire de quelqu'un qu'il est fou quand il n'y a pas de cohérence dans sa manière de parler. Comme on peut dire de quelqu'un qu'il est fou quand il n'y a pas de cohérence dans son comportement, dans sa manière d'agir. Donc il existe différents types de folie. Selon la thérapie musulmane, la folie est étroitement liée à ce que l'on appelle les waswas. Les waswas, ce sont ces idées qui nous traversent l'esprit et que l'on peut subir malgré nous et qui nous poussent à apprécier le monde externe d'une manière qui s'oppose à l'appréciation conventionnelle des choses. Parce qu'il existe une appréciation conventionnelle des choses, on apprécie les choses d'une manière à ce qu'il y ait de l'harmonie relationnelle, quand on les apprécie tous d'une manière identique. Si on a tous le même code de la route, il n'y a pas de collision dans la circulation. Donc si on a tous le même code dans l'appréciation des choses, on ne sera pas considérés les uns vis-à-vis des autres comme des personnes folles. Donc c'est pourquoi une personne folle est une personne qui cultive une singularité dans son appréciation des choses. Et bien cette singularité-là peut être alimentée par ce que l'on appelle le waswas dans la psychologie musulmane. Un waswas, c'est une idée intrusive que l'on peut subir des conséquences d'un djinn qui nous insuffle ses propres idées à lui. Donc on peut subir en réalité un waswas qui peut nous dépersonnaliser. Quand ce waswas devient très impactant, jusqu'à atteindre le degré de la perception sensible du waswas, là on va parler de schizophrénie. Un schizophrène, selon la psychologie musulmane, c'est quelqu'un qui voit et entend ce qui lui traverse l'esprit. C'est quelqu'un qui cauchemarde tout en étant réveillé. C'est ça un schizophrène selon la psychologie musulmane. Donc c'est quelqu'un dont le waswas est extrêmement impactant. Donc selon la thérapie musulmane, la folie, elle a différentes étapes. Parce que Shaitan aspire justement à cultiver notre anormalité. Il veut que l'on devienne anormal, afin que l'on se devienne associable, qu'on se coupe de la société, qu'on se coupe de la jama'a, qu'on se coupe du groupe, pour que par cet isolement-là, il accentue son impact sur nous. Donc Shaitan aspire à nous rendre fous, en nous poussant à apprécier les choses d'une appréciation qui nous singularise et par laquelle nous allons cultiver une forme de une bulle qui va nous mettre en opposition vis-à-vis des autres, de telle manière que l'on va accepter uniquement les personnes qui vont rentrer dans nos références, qui vont accepter nos références. Et des fois, ces références-là sont des références qui sont fausses, comme le paranoïaque qui se pense espionné. Un paranoïaque qui se pense espionné, quand vous reniez ces paranoïas, il vous considère, vous, comme un hypocrite et se défait de la relation avec vous jusqu'à renforcer sa bulle, qui le rend, consécutivement, fou, qui le rend fou par rapport aux autres. Donc Shaitan aspire à nous rendre fous, à cultiver notre anormalité. Et pour cela, il va procéder par étapes. La première des étapes consiste à fabriquer en nous, en notre conscience, une idée fausse sur laquelle il va nous convier à focaliser, moyennant l'obsession et la redondance de l'insufflation maléfique. C'est l'étape de la paranoïa. Donc Shaitan aspire à insuffler en nous une idée fausse, une idée qui s'oppose à la réalité, à la vérité. Et par l'obsession, il va aspirer à faire en sorte que cette idée fausse devient vraie par rapport à un référentiel individuel.
Quand Shaitan parvient à créer en nous une bulle de référence par laquelle nous cultivons notre opposition vis-à-vis de notre environnement, là, il parvient à nous rendre fous. Donc, première des étapes, il nous insuffle une idée fausse qu'il va essayer de rendre vraie par l'entremise de la redondance et de l'obsession. Le caractère obsessionnel de l'idée fausse. Quand quelqu'un est obsédé par une idée fausse, à force d'être répétée, la personne peut devenir folle quand elle commence à faire de cette idée fausse une vérité. Donc la première des étapes, c'est l'obsession. L'obsession vis-à-vis de l'idée fausse. La seconde des étapes, quand Iblis parvient à nous rendre obsédés vis-à-vis d'une idée fausse, il aspire à pousser sa victime à s'écarter de toute personne qui ne va pas dans le sens de cette idée fausse. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans la bulle de ses références. Donc Shaitan, ça c'est l'étape de l'associabilité, c'est-à-dire de l'enfermement, du silence, de l'isolement et de l'opposition. La personne malade va fuir les gens en les considérant comme des adversaires et des opposants puisqu'ils ne confirment pas les idées de la paranoïa, donc de l'idée fausse. Et plus l'idée fausse est irrationnelle, plus la bulle sera solide et donc difficile à briser. Et rares seront par conséquent les personnes capables de patienter leur compagnie, ainsi ils finiront dans la solitude. Parce que c'est dur de patienter la compagnie d'une personne qui a des idées fausses et des idées fausses obsessionnelles. Parce que le but justement du fou, quand il est obsédé par son idée fausse, c'est de vous absorber. L'obsession absorbe. L'obsession, elle absorbe. Donc l'objectif de Shaitan, par le caractère obsessionnel d'une idée fausse d'un individu, c'est de déstabiliser l'entourage. Attention, il faut faire attention aux personnes qui focalisent sur le négatif ou qui focalisent sur une idée fausse. Parce que par cette focalisation-là, cette personne-là aspire à vous déstabiliser vous. Et généralement, une personne peut être utilisée par Shaitan afin de déstabiliser l'entourage moyennant la focalisation sur une idée négative ou sur une idée fausse. Donc il faut faire attention, ce n'est pas à la personne obsédée par une idée fausse de constituer le centre, puisque en constituant le centre de l'attention, elle va déstabiliser son entourage. Non, cette personne-là, obsédée par une idée fausse ou par quelque chose de négatif, doit faire l'effort de suivre une personne stable qui, elle, doit être un centre et un axe de la conduite. C'est comme ça qu'on pourra guérir une personne affectée par des obsessions paranoïaques. Il est impératif que cette dernière ne constitue pas un centre et un axe de l'attention. Parce que c'est la guerre des ordres. Et une personne qui focalise sur une idée fausse et qui aspire justement à devenir un axe de l'attention va déstabiliser tout l'entourage. Et Shaitan, par cet axe-là, va contaminer l'entourage et rendre instables les gens qui étaient stables. Donc ces gens-là qui sont obsédés par des idées fausses ou par des idées négatives ne sont que des outils du diable pour donner la victoire à l'instabilité sur la stabilité. Et c'est pourquoi les gens ont du mal à supporter les gens comme ça. Ils ont du mal. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils font des fixations sur leur paranoïa. Tout le temps, ils nous parlent de ça, au point où ça nous absorbe. Et ça nous déstabilise. Et donc certaines personnes, pour cultiver leur stabilité et pour se préserver, ils vont s'écarter des personnes obsessionnelles, d'une obsession paranoïaque ou sur des idées fausses ou négatives. Pour préserver sa propre stabilité, certaines personnes vont s'écarter des obsédés de la négativité ou des obsédés de la fausseté ou de idées paranoïaques. Donc ça, c'est la seconde étape. La première des étapes, c'est d'introduire une idée fausse et de la renforcer par la redondance et l'obsession. Deuxième étape, c'est de rendre la personne associable vis-à-vis de l'entourage, afin que par l'isolement, l'enfermement,
l'idée fausse se renforce et devient davantage impactante. Et la troisième étape consiste à pousser l'individu paranoïaque à quitter le réel et le monde concret pour rentrer dans un monde virtuel, un monde de symboles totalement déconnecté des réalités de la vie. Ça, c'est l'étape de la folie et la personne deviendra psychotique. Donc, quand la personne, elle quitte le monde réel pour un monde virtuel, un monde de symboles où elle va comprendre les choses d'une manière qui ne sont pas comprises de manière conventionnelle, donc on comprend les choses de manière conventionnelle, la compréhension, il existe une compréhension conventionnelle. On peut comprendre les choses par la logique, et la logique c'est quelque chose d'universel. Mais quand la personne, elle commence à cultiver sa compréhension des choses par la symbolique liée à une appréciation individuelle des choses, en réalité, elle commence à quitter le monde réel pour un monde virtuel, un monde de symboles. Et là, en réalité, le démon parvient à nouer une relation directe avec ce type de personne-là. Et donc la personne va se dépersonnaliser pour laisser, en réalité, le démon prendre le contrôle de l'être, moyennant des West-West très impactants. Donc quand la personne, elle commence à comprendre le monde réel à partir du monde virtuel, donc elle inverse, elle comprend le monde réel à partir du monde virtuel, en réalité elle se dépersonnalise pour laisser le démon la dominer, moyennant une compréhension virtuelle des choses. Quand le démon commence à diriger l'être humain par ses West-West, elle commence à cultiver en réalité sa folie. À l'exemple de cette fille qui conduit sa voiture et qui réceptionne un West-West en elle qui lui dit « Attention, tu risques de tomber sous le pont à droite ». Et la personne, elle tourne à gauche. La personne tourne à gauche parce que le West-West lui a dit « Tu risques de tomber sur le pont à droite ». Donc, elle a agi par rapport au West-West en tournant à gauche de manière irrationnelle. La personne qui serait à côté d'elle, elle dirait « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'as tourné à gauche alors qu'il n'y avait rien ?» La personne dans sa tête, elle dit, alors si la personne elle dit, ouais, parce que j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit que j'allais tomber dans le pont. Donc c'est la conviction vis-à-vis du West-West qui nous pousse à de l'anormalité comportementale. La question est de savoir pourquoi les gens sont si impuissants vis-à-vis d'un West-West. C'est comme ça que l'on pourra guérir les gens vis-à-vis du West-West. Qu'est-ce qui fait que les gens sont si impuissants vis-à-vis du West-West? Il faut croire qu'il y a des gens qui sont disposés à West-Wester selon leur profil. Et généralement, ce profil-là, il y a une relation toxique. Généralement, les gens West-West beaucoup des conséquences d'un lien toxique avec un parent ou d'un environnement très ténébreux. Très ténébreux. Et généralement, pour guérir souvent d'un West-West, il ne faut que s'écarter de la zone ténébreuse qui permet justement à la force négative de se traduire sous forme de West-West. Il est important, comme à l'endroit de l'homosexualité, de savoir que l'impact du West-West est proportionnel à une complicité vis-à-vis de ce dernier. Plus on concrétise le West-West en acte, plus le West-West sera impactant. Donc pour pouvoir guérir d'un West-West, il faut couper et briser le cercle vicieux. Il faut briser le cercle vicieux. En brisant le cercle vicieux, on pourra guérir et désimpacter le West-West. Donc plus on concrétise un West-West en acte, moins on aura les capacités de se défaire du West-West. Ça, c'est important de le mentionner. Donc il faut savoir que l'intensité d'un West-West est proportionnelle à la nature de notre exutoire. En effet, quand on subit une introduction ténébreuse par une liaison toxique ou autre, alors le démon génère une sorte de pression à l'intérieur de l'être, que l'on va tenter d'atténuer en agissant d'une manière qui plaît au démon, et ce dans un cercle vicieux qui accentue la force du démon sur nous après la libération de complicité. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui subit la pression d'un démon qui le pousse à vouloir provoquer son entourage par le conflit afin de se libérer instantanément, mais pas dans la durée, puisqu'à chaque acte de complicité, le démon accentue son emprise à l'endroit de la faille qu'est la libération de complicité, jusqu'à rendre la personne incapable de ne pas provoquer.
Il en va de même de celui qui ressent un besoin intense de sexualité en raison de l'introduction d'un démon en lui et qui se soulage consécutivement par des plaisirs solitaires, comme la masturbation, en pensant se libérer, alors que par la libération de complicité, il ne fait qu'accentuer l'emprise du démon à l'endroit de la manière illicite de se soulager. En réalité, il y a des gens qui pensent se soulager en se masturbant, mais en se masturbant, ils ne font que se libérer d'une libération de complicité qui accentue cette pulsion et cette dépendance vis-à-vis d'un acte malsain qu'est la masturbation. La masturbation est une forme de copulation satanique. C'est l'obtention d'un orgasme d'une manière qui n'est pas saine. Et se soulager par une manière anormale ne peut que libérer l'être d'une pression en lui qui en réalité l'enchaîne. Ce n'est pas un véritable soulagement. C'est par cette libération-là que l'individu cultive sa dépendance vis-à-vis d'un acte malsain. Plus la personne se masturbe, plus la personne en réalité cultive sa dépendance vis-à-vis de la masturbation, quand cette libération-là est une libération de complicité. Il en va de même de la personne qui provoque autrui pour se libérer d'une pression négative. Vous avez des gens, il y a de la négativité en eux. Ils provoquent autrui jusqu'à ce qu'autrui se met en colère. Et quand il se met en colère, ils sont soulagés. Ils sont soulagés parce qu'ils ont réussi à se délivrer d'une libération de complicité. Ils se sont libérés de leur démon en s'étant associés avec le démon. Donc cette libération de complicité, en réalité, elle ne fait que renforcer le démon qui va revenir en eux et les rendre dépendants vis-à-vis de la provocation malsaine. Donc il y a certaines personnes, ce sont des provocateurs chroniques. Des provocateurs chroniques puisqu'ils se libèrent d'une pression négative en eux d'une manière maléfique par complicité vis-à-vis de leur propre diable. De la même manière que ceux qui aspirent à se soulager par la voie de la masturbation. Ainsi, ce n'est pas le West-West qu'il faut regarder, c'est avant tout l'élément qui fait la force impactante du West-West. Et généralement, cet élément est une faille de taille. Donc plus la faille est grosse, plus le West-West sera intense. Et quand c'est une relation toxique, alors l'intensité de la faille implique la grande proximité et la grande complicité avec une personne gravement toxique. Donc, en réalité, le West-West, le côté impactant du West-West, il est proportionnel à l'exutoire de complicité. Quand une personne, elle se libère d'une manière malsaine, d'une négativité introduite en elle, cette libération qui la rend dépendante d'un acte maléfique entretient et renforce les West-West qui vont déstabiliser mentalement cette personne. Donc avant que la personne vienne nous voir et nous dise « Oh là là, j'ai des West-West très impactants, j'arrive pas à me défaire de tel West-West, de tel West-West », il faut comprendre qu'est-ce qui fait la force du West-West. Quel est l'exutoire négatif qui permet au West-West d'être très impactant dans la conscience. C'est pourquoi le parachèvement du West-West se localise dans la production d'un mouvement physique par lequel la personne se singularise en cultivant sa propre folie. J'entends par folie l'action de cultiver sa différence comportementale par la production de mouvements anormaux qui attirent un regard d'exclusion de la part des gens environnants dans un cercle vicieux qui alimente la folie dans la mesure où la personne malade a besoin de socialisation pour diminuer l'impact de ses propres West-West. Donc la folie, selon la thérapie musulmane, c'est de produire des actes anormaux qui génèrent un regard d'exclusion de la part des gens environnants qui entretient la folie puisque la personne a besoin de se socialiser pour pouvoir guérir de sa propre folie. Donc c'est l'isolement et l'enfermement, donc l'étape numéro 2, qui renforce la folie. Mais avant ce renforcement-là, il faut comprendre les causes de l'entretien du West-West et donc les actes éventuels de complicité. Donc en fait, il y a 4 étapes. La première des étapes, c'est l'introduction d'une idée fausse. La seconde des étapes, c'est comment cette idée fausse va être entretenue, donc l'exutoire négatif, par lequel Shaitan il permet à un West-West de devenir impactant et de rester impactant à la conscience. Ensuite, c'est la socialisation. C'est une personne, elle devient associable, elle cultive une singularité, une bulle par laquelle ses références vont s'opposer aux
normes environnementales. Et ensuite, la dernière des étapes, c'est de comprendre et d'agir dans le réel à partir du monde virtuel. 4 étapes qui nous permettent de comprendre la folie. Et attention, Shaitan aspire justement aspire à ce que la personne cultive sa propre folie par la culpabilité. Donc elle va associer au West-West de la culpabilité, comme attention, tu risques de commettre du shirk si tu t'inclines devant une personne, si tu baisses ton regard par terre, parce que si tu baisses ton regard, ça peut être assimilable à de la prosternation, donc tu vas te prosterner devant quelqu'un, tu vas plus devenir musulmane. Et comme la personne elle est profondément musulmane, eh bien, elle va souffrir de baisser le regard. Donc elle va se retenir, mais en se retenant, elle écoute son démon. Et en écoutant ce démon, elle permet à ce démon de devenir encore plus impactant sur elle. Plus une personne écoute le West-West, plus le West-West devient très impactant. On va parler là des tics et des tocs, et de la notion de périodicité toxique. Pour guérir de la puissance d'un West-West, il faut comprendre le comment et trouver la cause de sa puissance. Or, de même qu'il existe des relations toxiques, il existe aussi des périodes toxiques. Des périodes toxiques. Et là, je viens de mettre en évidence un concept de la clé de la thérapie musulmane, par lequel nous pouvons expliquer les traumatismes. En effet, si nous avons fortement souffert durant notre vie, et s'il n'y a pas eu de cicatrisation par rapport à cette période moyennant une thérapie, alors cette dernière peut devenir toxique moyennant une liaison qui relie le présent à cette période traumatisante par le symbole. Vous pouvez, par des symboles, vous lier avec une période toxique de votre existence jusqu'à subir un trouble de la personnalité, un trouble du comportement, une anormalité comportementale au moment où, dans votre subconscient, il va avoir un rapprochement entre la période toxique et l'élément présent. Et c'est pourquoi certains phénomènes, comme les tics et les tocs, s'expliquent de cette manière. En réalité, on peut interpréter les tics et les tocs comme étant des rituels que le malade réalise en pensant faire barrière avec cette période toxique, alors qu'il ne fait en réalité qu'alimenter le cercle vicieux de sa maladie, car par le mouvement anormal, il se remémore sa période traumatisante qui à son tour rend impactant le West-West de bouger anormalement son corps. Une personne qui a des tics et des tocs aspire en réalité à se soulager par ces tics et ces tocs-là, d'un soulagement qui ne le libère pas, mais qui le rend complice de l'acte anormal jusqu'à le rendre dépendant dans un cercle vicieux. De la même manière que celui qui se masturbe ne fait qu'alimenter sa frustration et donc sa dépendance vis-à-vis de la masturbation par la libération anormale. En fait, il va se libérer de cette libido d'une manière anormale. Donc quand il se libère de cette pulsion de manière anormale, il va en réalité cultiver une dépendance vis-à-vis de la manière de se libérer. Et quand la manière de se libérer n'est pas saine, alors il va être dépendant d'un agissement anormal, jusqu'à alimenter cette dépendance par son propre agissement. Il en va de même de la personne qui, justement, se met en colère, etc. C'est pareil pour les tics et les tocs. En réalité, dans les tics et les tocs, la personne aspire à se libérer, à se soulager par un rituel qui ne fait que le rendre dépendant de la normalité. En réalité, la personne, quand elle a un tic ou elle a un toc, elle est dans un cercle vicieux. Les personnes affectées par des tics et des tocs vivent des cercles vicieux en réalité. Ils vivent en réalité des cercles vicieux parce qu'au moment où le tic et le toc apparaît, il faut comprendre le processus et le mécanisme. À quel moment le tic et le toc apparaît? Et qu'est-ce qui conditionne, qu'est-ce qui permet l'apparition de ces tics et de ce toc-là? Et certaines personnes veulent, en réalité, par l'entremise du tic et du toc,
se soulager vis-à-vis d'une situation déstabilisante pour eux. La personne affectée par le tic et le toc veut en réalité par ce dernier, indépendamment de sa volonté et de sa conscience, se soulager d'une situation déstabilisante pour lui. Comme le regard que les gens peuvent lui porter, la considération excessive du regard externe. Quand une personne, elle accorde une considération excessive au regard externe, elle peut être affectée par un tic et un toc, donc une domination djinnique qui la pousse à un acte anormal. Une domination djinnique qui la pousse à un acte anormal, qui va s'auto-alimenter lui-même. C'est pourquoi, pour guérir en réalité de la folie, il est important de briser le cercle vicieux. Donc c'est la thérapie par la cassure du cercle vicieux. La thérapie aussi par l'abstraction et par le fait de surpasser ses limites. Et la thérapie vis-à-vis de l'éloignement des zones ténébreuses et donc du tawhid et de la spiritualité musulmane. On peut guérir des tics et des tocs quand ces derniers sont la conséquence d'un processus lié à un phénomène précis. Quand on aborde ce phénomène-là et qu'on le gère d'une bonne manière, on peut se libérer d'un tic ou d'un toc qui s'auto-alimente à chaque fois qu'il va avoir une situation qui va nous rappeler quelque chose de toxique et de déstabilisant par le symbole. Le but de ce cours-là avait pour vocation de vous permettre de comprendre la folie selon un angle islamique afin d'aider les personnes affectées par des west-west déstabilisants qui les mènent à la folie à guérir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.